sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être quelque part entre les deux, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? C'est le sujet de la culpabilité, notamment de la culpabilité de se reposer, puisque c'est évidemment quelque chose qui revient très souvent, pour pas dire quasi systématiquement, chez les entrepreneurs et chez les travailleurs et travailleuses de manière générale, mais là en l'occurrence entrepreneurs et entrepreneuses, puisque c'est à vous que je m'adresse ici. Donc on va parler de cette notion-là. On est dans un épisode debug, donc on est dans un épisode court, donc je vais m'en tenir à essayer d'être efficace. À pas partir dans tous les sens parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et en fait, il y a principalement deux choses que je voulais vous dire. La première chose, c'est la thématique entre guillemets de la culpabilité tout court, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'il faut quand même avoir en tête avec la culpabilité, c'est que c'est une émotion qui n'est pas qu'une émotion, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un ressenti, on va dire ça comme ça. C'est un ressenti qui peut servir à beaucoup de choses, qui a beaucoup de fonctions dans la vie psychique. Alors évidemment, la première fonction à laquelle on pense, c'est sa fonction d'émotion, bien entendu. Et donc, à ce titre, comme toutes les émotions, je le rappelle pour celles et ceux qui ont été formés avec moi à la formation posture, vous le savez, la première fonction des émotions, c'est une fonction d'information. Et donc à ce titre, la culpabilité en tant qu'émotion a aussi une fonction d'information. L'émotion que la culpabilité, elle cherche à vous faire passer quand elle se manifeste, c'est que vous venez de faire quelque chose qui est contraire à votre système de valeurs. Ou vous avez dit quelque chose, ou vous n'avez pas fait, ou vous n'avez pas dit, bref, d'une manière ou d'une autre, vous vous éloignez de votre système de valeurs, tout simplement. Vous aviez promis, je dis n'importe quoi, vous aviez promis à votre copine ou à votre copain de ne pas répéter le secret qu'on vous confiait, et puis vous êtes allé répéter ça à un autre ami ou une autre amie parce que dans le feu de la discussion en terrasse que vous avez dit, au fait, je t'ai pas dit, mais là j'ai appris un truc. Bon, vous avez trahi la promesse que vous aviez faite à votre ami quelques temps plus tôt. Bon, vous ressentez de la culpabilité, vous êtes dans la situation classique shit de ressentir une émotion. Cette émotion, sa première fonction, ce n'est pas la seule fonction des émotions bien sûr, mais la première c'est une fonction d'information, et l'information qu'elle cherche à vous faire passer c'est oh là là, on vient de faire un truc qui est contraire à notre système de valeurs avec lequel on n'est pas raccord. Bon, ça c'est la culpabilité en tant qu'émotion. Maintenant, la culpabilité, elle peut aussi se manifester comme un phénomène de censure, notamment dans la question du repos, le fait d'être fatigué, de venir, ou même de pas être fatigué d'ailleurs, mais d'aller au repos parce que vous êtes fatigué ou parce que tout simplement vous en avez envie de vous reposer. Et là, tac, de ressentir de la culpabilité, ici dans ce cadre-là, elle peut effectivement venir vous informer que vous faites quelque chose qui est contraire à votre système de valeurs. La plupart du temps, dans ce genre de scénario, elle vient plutôt faire fonction de censure. La culpabilité, c'est un très bon mécanisme de censure. Les femmes, la plupart du temps, l'ont appris en long, en large et en travers toute leur vie. Les hommes peuvent être concernés, bien entendu, mais c'est vrai que chez les femmes, c'est assez systématique pour des raisons de sociabilisation primaire. Et donc, à ce moment-là, c'est j'ai envie de me reposer et où j'ai besoin de me reposer, je vais au repos et là, je culpabilise. En fait, cette culpabilité, elle est venue faire censure, un peu comme la douane au péage, pour renvoyer au fin fond de ta vie psychique les émotions et les besoins qui ont cherché à se manifester. Okay, il y a un besoin de repos qui s'est manifesté, il a envoyé des émotions d'inconfortabilité, d'agacement, d'irritabilité pour te faire passer le message d'angoisse par exemple, pour te faire passer le message de oh, j'ai besoin de me reposer, vous allez vous reposer, clac, la culpabilité elle débarque, elle fait censure, et elle renvoie les émotions et les besoins au fin fond de votre vie psychique. Troisième et dernière chose sur ce point, c'est que la culpabilité, je parle de ce cas spécifique parce qu'il y a beaucoup de positions de prédilection de sauveurs et de sauveuses parmi celles et ceux qui m'écoutent, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement, etc. Donc, dans la thématique de la position du sauveur, la question de la culpabilité, elle est intrinsèquement liée à la position du sauveur, pour deux choses. La première, c'est que les deux constructions du monde de base de la position du sauveur, c'est « je suis mauvais, je suis coupable » ou « je suis mauvaise, je suis coupable ». Donc déjà, dans les deux constructions de base, il y a déjà la construction de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que, petit 2, ce qui se passe dans la thématique du sauveur, moi j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes sur la position du sauveur, je vous avais beaucoup d'épisodes sur cette position-là, il y a la thématique que quand l'enfant
qui a appris une position de prédilection de sauveur, va devenir l'adulte qui a la sensation de devoir racheter une faute. Et c'est parce qu'il a cette sensation de devoir racheter une faute qu'il va se mettre à jouer, au sens transactionnel de la chose, au sauveur. Et c'est parce qu'il a cette sensation de devoir racheter une faute, parce que je vous le rappelle, les constructions du monde de base, je suis mauvais, je suis coupable, donc j'ai une faute à racheter. C'est pour ça que le sauveur se retrouve toujours dans des situations d'endettement de ses relations. Bref, je ne reparle pas sur la thématique du sauveur. En revanche, ce qui s'est passé enfant, c'est que l'enfant, il s'est rétréfléchi la culpabilité contre lui. Donc en fait, il va se retourner à lui-même la faute, et donc il va se retourner à lui-même la culpabilité, au sens littéral d'être coupable. De quelle faute, on ne sait pas, dans quel contexte, on ne sait pas. C'est un phénomène de rétroflexion, comme ça. Hein. Donc, je voulais aussi donner cette piste-là de réflexion si vous êtes souvent dans les thématiques de culpabilisation, de culpabilité et de culpabilisation, parce que c'est quand même important, notamment si vous avez grandi avec un parent ou plusieurs parents qui étaient culpabilisants. Hein. Soit de culpabilisation paternelle et qui jouaient sur l'engagement, du type tu t'étais engagé, tu peux pas me laisser tomber. De culpabilisation maternelle, cela vous la connaissez bien, c'est le classique avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même te comporter autrement. Hein. Et ou de culpabilisation fraternelle, celle qui joue sur la solidarité. Hein. Tu peux pas me faire ça, on est un couple, tu peux pas me faire ça, on est une équipe, tu peux pas me faire ça, on est une famille. Voilà. Le dernier point que je voulais partager ici pour que tu puisses nourrir tes réflexions, éventuellement avoir des pistes, et après je te donne 2 solutions pour aller plus loin, c'est la thématique, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein, évidemment, il faut politiser sa vision, et donc la vision politique qu'il faut avoir ici, c'est évidemment la question du capitalisme intériorisé. C'est évidemment toute la thématique d'avoir intériorisé le rapport à la performance, le rapport à la productivité. Il faut être productif tout le temps, il faut être efficace tout le temps. Alors sachez bien que dans l'histoire, et je parle pas d'un truc d'il y a 4000 ans, hein, le travail, c'était pas forcément quelque chose de bien vu. Hein, au contraire, les élites voyaient plutôt d'un mauvais œil le travail, puisque le travail c'était pour les esclaves, c'était pour les bas-fonds de la société, en fait. Hein. Donc cette vision très méritocratique, cette vision très améliorative, très valorisante du travail, d'en faire beaucoup, etc., elle est intrinsèquement liée à l'apparition du capitalisme. Pourquoi ? Puisque en fait, elle est intrinsèquement liée au moment où la bourgeoisie a pris le pouvoir d'État, et avant de prendre le pouvoir d'État, ils ont pris le pouvoir sur le travail. Et la bourgeoisie, à l'inverse de l'aristocratie, qui, eux, avaient une légitimité indue à gouverner, puisqu'ils avaient une légitimité soit parce qu'ils étaient fils du roi, du comte, du duc, etc., soit parce qu'ils étaient nommés, entre guillemets, par les dieux. Donc l'aristocratie de l'époque n'a pas besoin de légitimer sa prise de pouvoir, enfin c'est même pas sa prise de pouvoir, je veux dire, ils ont pas besoin de légitimer leur pouvoir, ils ont pas besoin de légitimer leur place, puisque ce qui est légitime, c'est tout simplement d'être le descendant de trucs machin, ou des questions religieuses. Quand la bourgeoisie se révolte, prend le pouvoir sur le travail, pour après prendre le pouvoir d'État, elle, en revanche, elle n'a pas de légitimité indue à être là. Et donc, il faut évidemment que cette bourgeoisie, elle justifie le fait que si elle est à telle ou telle place, c'est parce qu'elle a travaillé dur, c'est parce qu'elle le mérite, c'est parce que... Blablabla. Et donc, vous voyez éclore tout ce vocable et toute cette idéologie, plus que le vocable, toute cette idéologie de la méritocratie, de quand tu veux, tu peux, de tout ne tient qu'à toi, de il faut se donner à fond, etc., etc. Et puis, se déroule de là la question aussi du mythe de l'entrepreneur, de celui qui a des grosses responsabilités, qui ne doit pas beaucoup dormir la nuit, etc., etc. Bref, toutes ces choses-là, j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, notamment, on te les met en description, Et si ce n'était pas ta faute, qui est sorti il y a quelques semaines, et le bullshit entrepreneurial qui est sorti en octobre 2023, quelque chose comme ça. Bref, on te remet les liens dans la description, et c'est évidemment quelque chose qui est amplement documenté, par exemple dans le livre Le mythe de l'entrepreneur. J'ai malheureusement oublié le nom de l'auteur, Anthony quelque chose, mais on te met aussi les liens dans la description. Et par exemple de Nicolas Framont dans son dernier ouvrage, Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail. Voilà, donc culpabilité, il y a vraiment toutes ces questions-là. Pensez la question de l'émotion et donc la question des besoins. Pensez la question de la censure. Pensez la question de la rétroflexion dans le cas notamment des positions de sauveur. Pensez aussi la thématique du capitalisme intériorisé et de toutes ces injonctions, de toutes ces croyances que vous avez pu éventuellement intérioriser par le vocabulaire et puis l'ambiance générale et puis les systèmes dans lesquels vous avez évolué. Donc, quelques points pour aller plus loin, les ouvrages dont je viens de te parler. Dans les contenus gratuits que je peux te proposer, on t'a mis dans la description plein de liens vers d'autres épisodes de podcast. En termes de masterclass, dans les masterclass qui sont publiées sur mon site, j'en ai pas fait une en particulier sur la culpabilité, mais je pense que celle qui pourrait
allez, les deux, peut-être qui peuvent le plus t'aider, elles sont gratuites. Hein. C'est apprendre à s'affirmer, donc c'est une masterclass sur l'affirmation de soi, et l'autre qui s'appelle sortir des schémas répétitifs. Peut-être que dans ces deux-là, il y en a une des deux qui te parlera plus, ou les deux, de toute façon c'est gratuit, donc ça coûte rien. On te met les liens dans la description pour te procurer ces replays-là. Ils durent 1h30 à peu près chacun, donc tu auras quand même de quoi alimenter. Si tu sens que c'est un peu plus une thématique d'affirmation, tu peux aller sur la masterclass apprendre à s'affirmer. Si t'as l'impression que c'est plus une thématique de répétition de schéma, d'un truc un peu de auto-sabotage, je mets des gros guillemets parce que c'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais au moins il a le mérite d'être intelligible par toutes et par tous. Peut-être celle sur les schémas répétitifs. Et puis si tu as besoin d'aller plus loin, évidemment le mieux c'est de rapatrier dans le coaching individuel, dans le coaching sur mesure. On te met les liens dans la description pour aller sur la page du coaching, voir à quoi ça ressemble de travailler avec moi et comment ça se passe. Et le lien, si tu le souhaites, vers Calendly pour réserver ton appel découverte gratuit. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit, donc c'est sans engagement, ça n'engage à rien, ça permet de voir si l'idée t'emballe, si t'as envie qu'on travaille ensemble, et ça me permet moi de voir si je suis la meilleure personne pour t'accompagner sur ces sujets ou non. Et les accompagnements sont sur mesure, je ne fais pas de trucs préfaits, il y a toujours une adaptabilité là-dedans, donc sans problème, s'adapter à la problématique qui est la tienne. Voilà, hein, je crois que j'ai à peu près tout dit, ça fait déjà pas mal de choses, et c'est beaucoup trop long pour un épisode debug qui est censé être un épisode court, donc je conclus, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.